Maureen Kelly avait seulement 19 ans lorsqu'elle est partie avec un groupe d'amis au Canyon Creek Campground près de Cougar, dans l'État de Washington, à l'été 2013. Vers 5 heures de l'après-midi ce jour-là, elle a retiré tous ses vêtements et a dit à ses amis qu'elle partait pour une quête spirituelle, affirmant qu'elle serait de retour avant minuit. Maureen n'est jamais revenue. Ses amis l'ont signalée comme disparue le lendemain matin, mais les enquêteurs se sont vite rendus compte que cette affaire était bien plus étrange qu'ils ne l'avaient jamais anticipé. Alors, qu'est-il arrivé à Maureen? Était-ce un simple cas de mésaventures en forêt, d'automutilation, un acte criminel, ou une disparition de plus parmi les inquiétants cas de Missing 411? Être dans la nature pendant le camping ou la randonnée peut être une expérience très gratifiante et relaxante, bien que la plupart d'entre nous sachent que cela peut aussi être très dangereux. Il y a des animaux sauvages, les températures peuvent chuter drastiquement soudainement ou vous pourriez vous perdre, ce qui signifie évidemment qu'il est vital d'être aussi préparé que possible. Mais toutes les excursions en pleine nature ne sont pas planifiées à l'avance. C'est bien d'être un peu spontané, mais même dans ce cas, il faut garder la tête froide pour s'assurer que vous pouvez sortir de la forêt et rentrer chez vous sain et sauf. Mais parfois, même les personnes les mieux préparées de la planète peuvent être dépassées par des circonstances imprévues. Et Maureen Kelly n'est certainement pas une exception. En 2013, Maureen Kelly, connue de ses amis et de sa famille sous le nom d'Anu, avait seulement 19 ans. Elle était née et avait grandi à Vancouver, dans l'État de Washington, en septembre 1993 et avait été élevée seule par sa mère. Une grande partie de la vie d'Anu reste en grande partie un mystère. Sa famille a été assez réservée sur son éducation et la seule chose que nous savons avec certitude est qu'Anu était d'origine des îles du Pacifique. À mesure qu'Anu grandissait, elle a commencé à fréquenter le lycée Lewis and Clark à Spokane, dans l'État de Washington. C'était une école avec beaucoup d'histoire, qui avait ouvert ses portes pour la première fois à la fin du 19e siècle. Pour Anu, c'était un endroit idéal pour être. Elle semble s'y être fait beaucoup d'amis et, en général, semble avoir été un endroit formidable pour grandir. Sa ville natale de Vancouver, en revanche, ne pouvait pas être plus différente. Selon Neighborhood Scout et City Data, Vancouver se trouve dans les 10% des zones les plus dangereuses du pays, donc dire qu'Anu a grandi entouré de criminalité serait un euphémisme incroyable. Je suis sûr que cela a influencé la personnalité et les choix de vie d'Anu. Malgré tout cela, Anu était une personne incroyablement spirituelle. Elle aimait rester en contact avec la nature et embrasser les aspects les plus naturels de l'humanité. Anu sentait que, dès notre naissance, nous sommes aussi connectés à la planète et à la mère nature que nous ne le serons jamais. À ses yeux, à mesure que nous grandissons, notre connexion avec le monde qui nous entoure commence à s'estomper à mesure que nous sommes influencés par des facteurs externes, dont beaucoup sont loin d'être idéaux. Lorsque Anu n'était pas en excursion ou en train d'être la personne respectueuse et insouciante pour laquelle elle était connue, on pouvait la trouver en train de chanter ou de jouer du ukulélé. Elle aimait publier des photos et des vidéos d'elle en ligne, profitant de la musique et de la nature. Elle avait même sa propre chaîne YouTube où elle publiait sur beaucoup de ses intérêts, principalement sa musique. C'était le 7 juin 2013 lorsqu'Anu a créé une publication sur son compte Facebook demandant si l'un de ses amis avec une voiture était disponible pour aller camper le week-end suivant. Vous voyez, Anu avait prévu d'emmener elle-même et certains de ses amis dans ce qu'elle a décrit comme une quête spirituelle. Mais, à l'insu de ses proches, cette quête serait la dernière d'Anu. Certaines sources affirment qu'Anu a contacté sa demi-sœur, Sherry, pour lui emprunter une partie de son équipement de camping, mais on ne sait pas si elle a jamais récupéré cet équipement ou si elle l'avait avec elle lorsqu'elle campait et se préparait pour son voyage spirituel. Nous ne savons pas grand-chose sur les détails de la spiritualité d'Anu ou de sa quête spirituelle, mais il va sans dire qu'elle voulait faire tout son possible pour rester en contact avec la mère nature, et ce voyage allait accélérer ce processus. Sherry rapportera plus tard que, lors de l'appel téléphonique avec Anu, elle semblait très excitée à l'idée de partir camper et qu'elle était comme toujours, joyeuse et pleine de vie. Avec le transport réglé et un groupe d'amis pour l'accompagner, Anu se dirigea vers le site de camping numéro 3 au Canyon Creek Campground, situé dans la forêt nationale de Gifford-Pinchot, seulement 2 jours plus tard, le dimanche 9 juin. L'endroit est connu pour être entouré d'un feuillage dense et de grands arbres, ce qui le rend adapté uniquement pour les tentes. C'est l'endroit parfait pour une escapade isolée, loin de l'agitation de la vie quotidienne, surtout qu'il est pratiquement impossible d'apporter une caravane ou quelque chose de similaire dans cette zone.
De nombreuses personnes qui ont visité le camping décrivent les environs comme difficiles à parcourir, car il y a une pente raide qui descend du camping vers la dense forêt nationale, qui couvre une superficie de plus d'1 320 000 acres. Cette forêt est incroyablement vaste. Lorsque le groupe est arrivé au camping, le temps était doux, à environ 70 degrés Fahrenheit. Il n'y avait aucune menace de pluie et tout semblait très idyllique pour une après-midi de camping. Il n'y a aucune indication que le groupe d'amis ait mangé ou bu quelque chose pendant qu'ils étaient là cet après-midi-là, mais on supposerait qu'ils ont fait un feu de camp à un moment donné, car ils commenceraient bientôt à rafraîchir. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait que le groupe ait consommé de l'alcool ou autre chose pendant qu'ils étaient dans les bois. Beaucoup de gens affirment que cela aurait pu conduire à la terrible série d'événements qui suivraient, mais la réalité est que cette information n'est tout simplement pas disponible, personne du groupe n'a parlé de cela, donc je ne peux rien dire avec certitude. Quoi qu'il en soit, tout semblait se passer exactement comme prévu cet après-midi-là, jusqu'à environ 5 heures, quand Anu a soudainement annoncé au groupe qu'il était temps de commencer la quête spirituelle qu'elle avait planifiée depuis si longtemps. En proclamant que le moment était venu, elle a surpris tout le monde lorsque, sans préavis, elle a retiré tous ses vêtements, y compris ses chaussures. Elle a agi comme si ce n'était pas grand-chose, mais ses amis étaient tous choqués pour le moins. Immédiatement après l'avoir fait, elle a attrapé une banane ceinture qui contenait une boussole, un petit couteau et une boîte d'allumettes. Puis elle s'est retournée et est entrée dans la forêt, disant à ses amis qu'elle prévoyait de revenir avant minuit. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi les amis d'Anu ne l'ont pas empêchée d'aller dans les bois seuls, surtout qu'elle était incroyablement mal préparée. Mais selon le shérif David Cox, ses amis ont senti que c'était quelque chose qu'elle devait faire puisqu'elle en parlait depuis longtemps. J'aimerais en savoir plus sur son état mental à ce moment-là, ainsi que sur les détails spécifiques de sa spiritualité, car cela pourrait aider à éclairer beaucoup de choses sur ce cas. Mais malheureusement, cette information n'est tout simplement pas disponible. Ce qui est clair, c'est que pour Anu, ce voyage n'était pas quelque chose qu'elle avait soudainement décidé qu'elle voulait faire. Dans son esprit, c'était quelque chose qu'elle devait faire. Alors qu'Anu s'éloignait de son groupe d'amis, elle leur a montré un dernier sourire avant de marcher vers la forêt, pour ne plus jamais être vue vivante. Le terme « Missing 411 » fait référence à des personnes qui ont disparu dans des circonstances étranges dans un parc national. Malheureusement, le cas d'Anu est la définition même de bizarre. Les amis d'Anu ont patiemment attendu son retour comme elle l'avait promis, mais quand les températures ont commencé à descendre jusqu'à 40 degrés et qu'une légère pluie a commencé à tomber, ils se sont inquiétés, car elle ne portait pas de vêtements et serait à la merci des éléments si elle ne revenait pas bientôt au camping. Elle avait des allumettes, ce qui aurait pu lui permettre d'allumer un feu, mais si la pluie empirait, ce feu serait inutile. Lorsque minuit est arrivé, et qu'Anu n'était pas apparu, ses amis ont senti que quelque chose devait être fait et ont contacté le bureau du shérif du comté de Skamania pour signaler Anu comme une personne disparue. Une équipe de recherche a rapidement été organisée et, dès qu'elle a commencé, les détectives ont senti qu'il y avait une bonne chance de la trouver, car ils ont rapidement découvert des empreintes pieds nus non loin du camping qui étaient estimées être de la même taille que les pieds d'Anu. Les empreintes les ont conduits à Canyon Creek, qui n'est pas loin du camping. Et il a été déterminé qu'elle avait traversé le ruisseau apparemment sans problème. Beaucoup de gens ont exprimé leur étonnement du fait qu'elle soit allée aussi loin, car le chemin du camping au ruisseau est très raide et n'aurait pas été facile à traverser, surtout sans chaussures. Tout aussi surprenant fut le fait qu'elle ait apparemment grimpé de l'autre côté du canyon, qui est également très raide, et qu'elle soit arrivée à Forest Road 54. Mais, malheureusement, c'est ici que les chercheurs n'ont pas pu trouver plus de traces et, par conséquent, n'avaient aucune idée de la direction qu'Anu aurait pu prendre. C'était comme si elle s'était approchée de la route, puis avait disparu. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune piste, aucune preuve, rien. C'était vraiment comme si elle avait disparu de l'existence. Il a été décidé de faire appel à des chiens de recherche d'une société à but non lucratif appelée Pacific Crest Search Dogs, pour aider dans la recherche, mais ils n'ont pas pu suivre l'odeur d'Anu. À un moment donné, les chercheurs ont envisagé de faire appel à des hélicoptères pour aider à la recherche aérienne, mais c'était déjà le lendemain et une couche dense de nuages s'était formée, rendant cette mission impossible. Ne voulant pas abandonner, les chercheurs ont continué à ratisser la zone pour le reste de la journée, mais ils n'ont pas pu trouver de traces d'Anu et n'ont eu d'autre choix que de suspendre la recherche lorsque la nuit a commencé à tomber, car leurs efforts mettraient maintenant encore plus de vies en danger. Ils ont repris la recherche le lendemain matin, mais une fois de plus,
Ils n'ont pas pu découvrir une seule piste sur la direction qu'Anu avait prise. Et sa famille et ses amis ont commencé à craindre le pire. Elle était déjà restée nue dans les bois pendant plusieurs jours. Les températures avaient chuté à plusieurs reprises. La pluie et la boue couvraient maintenant le terrain et les conditions étaient graves, pour le dire doucement. Mais ce qui est incroyablement étrange, c'est que les efforts de recherche ont été annulés après seulement 2 jours, ce qui est un temps très court dans une enquête de personnes disparues. Souvent, le personnel de secours cherche des indices pendant des semaines, voire des mois, mais dans le cas d'Anu, cela ne s'est tout simplement pas produit. On ne sait pas pourquoi cela a été fait puisque la forêt est immense et qu'Anu aurait pu marcher dans n'importe quelle direction qui n'avait pas encore été fouillée. Cette décision semble incroyablement irresponsable, mais je pense que nous devons supposer que le bureau du shérif avait ses raisons. La famille et les amis d'Anu ont ensuite lancé un appel urgent dans lequel ils ont parlé aux médias, suppliant que les chercheurs poursuivent leurs efforts. Cela a eu l'effet escompté et la recherche a effectivement repris cette même semaine. Mais beaucoup de personnes qui ont suivi le cas se demandent encore pourquoi la décision de suspendre la recherche a été prise en premier lieu, car aucune explication n'a jamais été donnée. Cela a gaspillé de grandes quantités de temps crucial. Sachant qu'Anu n'avait ni nourriture, ni eau, ni espoir d'abri, je suis perplexe quant à la façon dont ils ont pu essayer d'abandonner après moins de 48 heures. Quelque chose d'intéressant à propos de la recherche est que certains des chercheurs ont déclaré que le sous-bois était si dense qu'ils pouvaient probablement marcher directement vers quelqu'un qui serait allongé au sol sans même s'en rendre compte. Ils craignaient que les chances de trouver Anu, après avoir été exposé aux éléments pendant près d'1 semaine, soient maintenant minimes, voire nulles. C'est une forêt très ancienne, donc il est logique que la végétation basse ait été assez substantielle. Anu et ses amis ont attendu jour après jour, attendant, priant, suppliant de recevoir une sorte de nouvelles. Comme le destin l'a voulu, ils ont reçu des nouvelles seulement 6 jours plus tard. Mais ce n'était pas ce qu'ils avaient espéré. À 6 heures de l'après-midi du 15 juin, à peine 6 jours après sa disparition, les amis et la famille d'Anu ont été informés que la recherche d'Anu était officiellement annulée. Pas une seule trace d'elle n'a été trouvée, et étant donné que la probabilité qu'elle ait succombé à l'hypothermie en raison des basses températures nocturnes était très élevée, les autorités sont restées fermes dans leur décision cette fois. Il a été annoncé qu'Anu était présumé décédé, et c'était tout. Aucune trace d'Anu n'a été trouvée, même après toutes ces années. Cela fait presque 11 ans qu'Anu s'est aventurée seule dans la nature, et à ce jour, personne ne sait où elle est allée, ce qui lui est arrivé, ou si elle essayait de retourner au campement lorsqu'elle a disparu. Comme pour la plupart des enquêtes de personnes disparues non résolues, ceux qui ont suivi de près le cas ont leur propre théorie sur ce qui est arrivé à Anu, et certaines d'entre elles ont beaucoup plus de sens qu'on ne pourrait s'y attendre. Ce n'est pas l'un de ces cas typiques de Missing 411 où tout le monde soupçonne un type d'enlèvement extraterrestre. Non, ce cas touche de très près beaucoup de gens, et certaines de ces théories peuvent être correctes. La théorie la plus courante, et probablement la plus probable, est qu'Anu s'est perdu dans la forêt et, n'ayant ni vêtements ni autre fourniture comme de la nourriture pour se garder au chaud, a dû se réfugier pendant la nuit, prévoyant de terminer son voyage le matin. Bien que cela aurait été une bonne idée dans des circonstances normales, Anu aurait été beaucoup plus affectée par les basses températures et la légère pluie qui tombait, ce qui amène beaucoup de gens à croire qu'elle a succombé à l'hypothermie pendant son sommeil. La raison pour laquelle elle n'a jamais été retrouvée ? Eh bien, il est tout à fait possible qu'un animal l'ait emportée, aussi dérangeant que cela puisse paraître. On pourrait penser que, si tel était le cas, les restes d'Anu auraient été éventuellement retrouvés, du moins en partie. Mais comme il y a une quantité considérable d'animaux sauvages dans la région, il est également très probable qu'il ne reste tout simplement rien pour que les secouristes trouvent, surtout compte tenu du sous-bois dense. La théorie suivante, largement débattue, concerne la Forest Road 54. C'est ici que toutes les empreintes d'Anu se sont arrêtées après que ces pas ont conduit les chercheurs jusqu'ici. Et comme c'est une route pavée et bien entretenue, cela a conduit à quelques spéculations intéressantes. La plupart des gens pensent qu'Anu n'a jamais traversé la route puisque ses empreintes n'ont pas été retrouvées de l'autre côté. Il a donc été suggéré qu'elle ait suivi la route avant de pénétrer dans une autre partie de la forêt ou qu'elle ait été récupérée par quelqu'un lorsqu'elle est arrivée à cet endroit, et c'est la théorie que je trouve la plus plausible aussi. Après tout, nous savons que la région d'où venait Anu était remplie de crimes et dangereuse. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si l'un de ces criminels passait et voyait une jeune femme de 19 ans nue sur le bord de la route ?
Une autre théorie qui a également été suggérée est qu'elle avait planifié d'être récupérée à l'avance, sans que ses amis et sa famille le sachent. Il est possible que toute la situation ait été planifiée et qu'Anu soit simplement partie pour commencer une nouvelle vie. Bien que je l'admets, cette théorie est très peu probable, car personne dans son entourage ne pense qu'elle aurait eu une raison de vouloir disparaître, et encore moins de manière si peu orthodoxe. La théorie prédominante pour la plupart des gens est qu'Anu est simplement arrivée sur la route au mauvais moment, ce qui a conduit à ce qu'elle soit emmenée contre sa volonté, mais cette théorie a été beaucoup critiquée car elle semble quelque peu sensationnaliste dans la plupart des rapports médiatiques et comme les enquêteurs ont déclaré qu'ils ne soupçonnent aucun acte criminel dans sa disparition. Mais la théorie selon laquelle elle aurait été récupérée par quelqu'un peut avoir du sens, car les chiens de recherche n'ont pas pu retrouver sa trace après avoir atteint la route, et comme elle était pieds nus, on imaginerait que son odeur resterait présente pendant un certain temps si elle avait quitté la zone à pied. Si elle avait jamais mis les pieds sur cette route ce jour-là, je suis sûr que les chiens auraient trouvé quelque chose, n'importe quoi. Le fait que sa trace se soit arrêtée là si brusquement, eh bien, cela semble simplement suspect. Mais tout le monde n'est pas convaincu qu'Anu a perdu la vie. Une de ses amies, une femme nommée Yasmine, a déclaré qu'il y a toujours la possibilité qu'elle soit simplement allée dans la forêt sans intention de revenir jamais. Elle a été citée dans de nombreuses sources en disant « Elle peut ne pas vouloir être trouvée ». Cette théorie pourrait en fait être correcte. Une dernière idée est que, étant donné l'approche de la vie d'Anu et sa nature spirituelle, elle aurait pu prendre des substances illégales avant de partir pour sa quête. Mais le shérif Cox a déclaré dans une interview qu'il n'y avait aucune indication qu'elle ait pris ce genre de substance ou de l'alcool, et qu'il est bien plus probable qu'elle était simplement impatiente de sortir seule dans la nature, puis s'est perdue ou n'a pas réussi à se mettre à l'abri à temps. Il est tout à fait possible qu'Anu soit encore en vie quelque part, mais étant donné sa nature aimante, il semble beaucoup plus probable que, si tel était le cas, elle aurait contacté ses proches à un moment donné pour leur assurer qu'elle allait bien et qu'ils n'avaient plus besoin de s'inquiéter pour elle. Quoi qu'il en soit, la disparition d'Anu n'a jamais été résolue et, à ce stade, il semble très improbable que sa famille et ses amis obtiennent un jour les réponses qu'ils cherchent désespérément. Je me souviens encore du jour où nous avons perdu Juana. C'était l'été 1991, j'avais 12 ans, un boy scout au cœur enthousiaste et aux bottes usées, prêt à affronter le monde. C'était ma première véritable expérience de camping, loin de chez moi, et notre troupe se dirigeait vers le mont San Gorgonio pour le week-end. Cette montagne, qui culmine à 3500 mètres d'altitude, était comme un phare pour nous, les garçons, se dressant haut à l'horizon en murmurant des promesses de grandes aventures. Notre troupe était dirigée par le chef scout McFunny, et nous étions un groupe très uni de garçons du même quartier. Juana, cependant, était le garçon silencieux, et je suis sûr que tu connais le genre, intelligent et toujours un peu en retrait, observant depuis l'extérieur. Il portait des lunettes en plastique épais qui rendaient ses yeux énormes. Il était un peu plus corpulent que le reste d'entre nous, mais personne ne se moquait de lui pour cela. Tout le monde l'aimait bien. Il avait un sens de l'humour sec, de ceux qui te surprennent quand tu t'y attends le moins. Juana n'était pas le plus bruyant, mais quand il parlait, tout le monde écoutait. Toute la troupe parlait de ce voyage depuis des semaines. La plupart d'entre nous n'avions jamais gravi quelque chose d'aussi grand, et je dois admettre que j'étais un peu nerveux. Mais cette première nuit, en campant sous les étoiles, toutes ces préoccupations semblaient si lointaines. Nous étions blottis autour du feu de camp, sous un ciel si clair qu'on avait l'impression de pouvoir tendre la main et attraper une étoile juste devant nous. L'air était frais, le feu crépitait, nous faisions griller des guimauves et riions en racontant des histoires. Juana resta silencieux la plupart du temps, mais je l'ai vu sourire, ses lunettes reflétant les flammes. Le chef scout McFunny nous a dit d'aller nous coucher tôt. « Demain, une grande randonnée nous attend », a-t-il dit. Je me souviens de l'excitation qui parcourait le groupe à ce moment-là. Ce n'était plus une simple randonnée, nous allions conquérir cette montagne, et ce serait le meilleur moment du voyage. Le matin est arrivé rapidement et je me suis réveillé au cri du chef scout McFunny qui nous disait de nous lever. Nous avons mangé un peu de flocons d'avoine avec des pommes, avons emballé nos affaires et avons commencé la randonnée. Le plan était simple, atteindre le sommet, prendre quelques photos et revenir au campement avant la tombée de la nuit. Cela semblait facile quand nous étions assis autour du feu la veille,
Mais une fois que nous avons commencé l'ascension, il est devenu clair que ce serait beaucoup plus difficile que ce à quoi nous nous attendions. La première partie n'était pas si mal. Nous étions pleins d'énergie, riant et faisant la course sur le sentier. Mais à mesure que nous montions, l'air devenait plus mince et les arbres plus rares. Le sentier commençait à serpenter avec des virages de plus en plus raides. La chaleur, la poussière, l'air mince, tout pesait sur nous. Juana luttait plus que quiconque, même aux altitudes les plus basses. Il était à la traîne dès le début, et après quelques heures, il était déjà plusieurs virages derrière nous. Les chefs scouts devaient constamment l'appeler, lui rappelant de rester sur le sentier et de prendre son temps. Nous essayions de l'encourager avec des cris de « Allez, Juana, tu peux le faire !» et plus que quelques mètres. Mais il ne passait pas un bon moment. Son visage était rouge et il respirait avec difficulté, comme s'il venait de courir un marathon. « Je vais bien, disait-il en essuyant la sueur de son front, ses lunettes glissant constamment sur son nez. À un moment donné, je suis resté en arrière pour marcher avec lui. « Tu vas bien, Juana ?» lui ai-je demandé. Il a hoché la tête, mais sa respiration était courte et saccadée. « Oui, j'ai juste besoin d'une minute. » Je suis resté avec lui un peu plus longtemps, mais alors que le sentier devenait plus raide, la troupe commençait à s'éloigner de plus en plus. Le chef scout McPhoney m'a appelé. « Rejoins les autres, Juana va bien. On s'assurera qu'il aille bien. » J'ai hésité, mais j'ai hoché la tête et j'ai couru pour rattraper les autres. Quand j'ai regardé en arrière, Juana était à peine une petite silhouette à distance, penchée, les mains sur les genoux. Le sommet était plus proche maintenant. On pouvait sentir l'excitation dans le groupe à mesure que le sentier se nivelait. Le chemin rocheux laissait place à une clairière qui s'étendait jusqu'au sommet. Tous ont commencé à parler de qui arriverait en premier. « Je te bats jusqu'au sommet !» a crié un des garçons. Et avant que je m'en rende compte, nous courions tous. Mes poumons brûlaient, mais la vue du sommet me remplissait d'adrénaline. Je ne me souviens pas exactement de qui est arrivé en premier, mais je me souviens de cette vue. Comme le monde s'étendait sous nos pieds, les vallées et les forêts disparaissant à l'horizon, et le ciel si bleu qu'il faisait mal aux yeux. Nous avons sorti nos appareils photo jetables et pris des photos de tout le monde, les bras levés en signe de victoire. On avait littéralement l'impression d'être au sommet du monde. Mais ensuite, les minutes ont commencé à passer. Tous regardèrent le sentier, attendant que Juana apparaisse. 10 minutes, 15 minutes, rien. Juana n'arrivait pas. Le chef scout McPhoney a froncé les sourcils et a mentionné quelque chose à Monsieur Stephen, un des autres chefs. « Je vais aller le chercher », dit-il en mettant son chapeau et en retournant sur le sentier. Nous avons attendu, bavardant pour passer le temps, mais l'ambiance avait définitivement changé. Cela prenait trop de temps, et j'ai commencé à ressentir ce nœud dans l'estomac, celui qui surgit quand on sait que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne peut pas identifier quoi. 10 autres minutes passèrent, puis 20. Le chef scout McPhoney n'était toujours pas revenu. Monsieur Stephen marmonna quelque chose et partit à son tour. Quand il est enfin revenu, son visage était pâle. « Il n'est pas sur le sentier, dit-il. »« Comment ça, il n'est pas sur le sentier ?» demandai-je, ma voix faible. « Je veux dire qu'il n'est pas là, » répondit Monsieur Stephen, la voix tendue. « Les gars, il faut qu'on bouge maintenant. » Nous avons dévalé la montagne en courant, nos bottes frappant le sentier poussiéreux. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres entre les arbres, et à chaque pas, ce sentiment de peur devenait plus fort. Juana n'était pas sur le sentier. Il n'était nulle part. Les chefs appelèrent son nom encore et encore, leur voix résonnant entre les arbres, mais il n'y avait pas de réponse, juste le vent soufflant à travers les pins et le craquement de nos pas. Nous avons commencé à fouiller chaque sentier latéral, chaque petit chemin qui se détournait du principal. Rien. Je sentais la panique monter en moi, une peur grandissante que peut-être il s'était trompé de chemin, peut-être avait-il glissé et était tombé quelque part. Le chef scout McPhoney envoya ensuite la moitié du groupe au camp de base, pendant que lui et Monsieur Stephen restèrent derrière pour continuer à chercher. Je me souviens de l'expression sur leur visage, grave, désespérés, comme s'ils essayaient de rester calmes, mais savaient qu'ils perdaient rapidement le contrôle. Quand nous sommes retournés au camp, nous ne l'avions toujours pas trouvé, et c'est à ce moment-là qu'ils ont sorti la radio. Je vis le chef scout McPhoney, la main tremblante, demander de l'aide. « Un de nos scouts a disparu, » dit-il. « Nous avons besoin d'une équipe de recherche et de sauvetage maintenant. » Les heures suivantes sont un peu floues dans ma mémoire. Les équipes de recherche et de sauvetage sont arrivées, des dizaines d'entre elles. Elles ont parcouru la montagne,
apportant des chiens, des hélicoptères, tout. On nous a dit de faire nos valises, nous ne resterions pas. C'était évidemment trop dangereux pour nous, les garçons, surtout avec le soleil qui se couchait. Je ne voulais pas partir, personne ne le voulait, mais ils nous ont ramenés aux voitures et nous ont reconduits chez nous. Je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à Juana, seul sur la montagne, dans l'obscurité. Que faisait-il? Essayait-il encore de retrouver le chemin du retour? Était-il blessé? Effrayé? Les jours passèrent, puis les semaines, et Juana ne revint pas à la maison. Ils ont trouvé son sac à dos, quelques emballages de bonbons et sa caméra. Rien de plus. Les photos de cet appareil photo me donnent encore des frissons quand j'y repense. La plupart étaient juste des photos du paysage montagneux, des arbres, des rochers. Mais cette dernière photo était différente. Ils ont cherché pendant plus d'une semaine, mais ils ne l'ont jamais trouvée. Je peux encore sentir le craquement de la terre sous mes bottes depuis ce jour de 1991. La façon dont l'air sec de la montagne me brûlait la gorge. C'était un week-end chaud de fin d'été, début septembre, et le ciel au-dessus de moi dans les montagnes de San Bernardino était peint d'un bleu pâle sans nuages. Cela ressemblait à une journée parfaite pour une randonnée, et c'est ce qui se passe avec la nature. Elle a une façon de vous endormir avec un faux sentiment de sécurité avant de vous retirer le tapis sous les pieds. Il y avait au moins une douzaine de troupes de Boy Scouts campant à la base de la montagne cette année-là. Tous se préparaient pour l'ascension du jour vers San Gorgonio, le plus haut sommet du sud de la Californie. Il y avait des garçons de tout l'État, allant des jeunes de 11 ans, frais et naïfs, aux 15 ans qui croyaient tout savoir. Ma troupe était de San Diego, juste une parmi tant d'autres. Je ne connaissais personnellement la plupart des autres garçons ni leur chef, mais quand on est dans la nature, tout le monde veille sur les autres. C'est une règle non écrite. C'est alors que j'ai vu Juana pour la première fois et je n'ai pas pensé à essayer de le maintenir en ligne. Je ne faisais pas partie de sa troupe, il venait d'un groupe de El Monte, une banlieue de Los Angeles, mais je l'avais vu se battre sur le sentier ce matin-là, restant à la traîne. Il était petit, un peu robuste, et clairement pas en grande forme pour cette montée. Son visage était rouge et il transpirait abondamment avant même que nous n'atteignions les parties les plus raides du sentier. Je me souviens avoir pensé qu'il avait l'air déplacé, comme un poisson hors de l'eau, mais le garçon avait une certaine détermination. Il n'était ni rapide ni agile, mais il continuait, peu importe combien il restait en arrière, il ne renonçait tout simplement pas. C'était rafraîchissant à voir. C'était exactement le type de ténacité que nous essayons d'enseigner à tous les garçons, qu'ils pouvaient faire des choses difficiles. La moitié de notre travail était purement de l'encouragement. « Tu vas bien, garçon ?» lui ai-je crié la première fois que j'ai remarqué à quel point il était loin. Je m'assurais que mes propres garçons restent sur le sentier, distribuant des snacks et de l'eau, quand j'ai vu Juana à environ 800 mètres derrière sa propre troupe. Ce n'était pas inhabituel, j'avais surveillé les garçons à la traîne pendant toute l'ascension. Un garçon restait derrière ou prenait trop de temps à une aire de repos et je prenais le numéro de troupe de son uniforme et le rapportais à son chef scout. Cela les faisait normalement remonter la montagne. Juana était différent cependant. Il ne semblait pas se soucier de se faire réprimander et je l'ai remarqué tout de suite. Il m'a regardé, souriant. C'était un sourire étrange, quelque chose de malicieux, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Il m'a fait un petit salut, s'est essuyé le front du dos de la main et a ensuite regardé par-dessus son épaule, comme s'il attendait que quelqu'un vienne derrière lui. Mais quand j'ai regardé en arrière, il n'y avait personne d'autre. « Essaie juste de rester avec ton groupe », lui ai-je dit plus par habitude qu'autre chose. « Tu ne veux pas te perdre. » Il a seulement souri encore une fois, m'a salué de la main et a continué, ses pieds soulevant de petites nuages de poussière en montant la pente. Il y a quelque chose dans ce sourire qui me hante encore. Ce n'était pas le regard d'un garçon fatigué ou effrayé. C'était presque comme s'il jouait à un jeu, comme s'il défiait quelqu'un de le rattraper, de lui dire quelque chose. Les premiers kilomètres de la randonnée ont passé rapidement. La plupart des garçons étaient de bonne humeur, excités à l'idée d'atteindre le sommet et de planter leur drapeau de troupe. Les plus jeunes allaient un peu plus lentement, mais réussissaient à suivre le rythme. Je gardais un œil sur eux tous, offrant de l'encouragement chaque fois que quelqu'un semblait prêt à abandonner. Le sentier était raide, mais gérable, au moins pour la plupart d'entre nous. J'ai vu Juana quelques fois de plus alors que nous montions la montagne, chaque fois de plus en plus à la traîne par rapport à sa troupe. Toujours ce même sourire sur son visage. Je l'ai vu regarder par-dessus son épaule quelquefois, comme si quelqu'un le suivait, mais chaque fois que je regardais,
le sentier était vide. Nous sommes arrivés à un point intermédiaire, où nous nous sommes arrêtés dans une petite clairière pour nous reposer, boire de l'eau et des snacks. La plupart des garçons étaient rouges et en sueur, mais encore de bonne humeur, excités d'être si près du sommet. J'ai regardé autour, cherchant Joanna, m'attendant à moitié à le voir derrière comme d'habitude, mais il n'était pas là. « Quelqu'un a-t-il vu Joanna, le garçon qui était à la traîne ?» demandai-je aux autres chefs scouts alors que nous nous asseyions pour reprendre notre souffle. L'un d'eux, un grand type mince nommé Steve, de la troupe de Joanna, secoua la tête. « La dernière fois que je l'ai vu, il était sur le sentier. Le garçon traîne des pieds depuis ce matin. J'ai hoché la tête, mais quelque chose ne collait pas. J'ai scruté le sentier derrière nous, cherchant n'importe quel signe de lui, mais le chemin était vide. « Veux-tu que je retourne le chercher ?» proposai-je. « Il pourrait avoir besoin d'aide. Steve m'a fait signe de ne pas m'inquiéter. C'est un garçon dur, têtu comme pas un, je l'admets, mais il sait ce qu'il fait. Il finira par nous rattraper. Je n'étais pas si sûr, mais je n'ai pas discuté. Joanna n'était techniquement pas ma responsabilité. Mes propres garçons l'étaient, et ils commençaient à s'impatienter. Nous avions un horaire à respecter, et nous ne pouvions pas rester en arrière. Juste au moment où je commençais à me laisser emporter par l'inquiétude, j'ai regardé en arrière, et là il était, montant derrière nous. Il était rouge et couvert de sueur, mais il continuait de mettre un pied devant l'autre. La dernière fois que je l'ai vu, il regarda encore par-dessus son épaule. Je me demandais vraiment ce que diable il pouvait regarder. Nous avons avancé jusqu'au dernier kilomètre et demi, ou les derniers 2 kilomètres avant le sommet, quand nous avons entamé la dernière partie. Le sentier était plus raide maintenant, et les virages en épingle s'enroulaient le long de la pente de la montagne. Les garçons luttaient pour maintenir le rythme. J'ai essayé de les garder en mouvement, mais mon esprit revenait de temps en temps à Joanna. Je ne l'avais pas vue depuis la dernière pause, et son absence me rongeait. À un demi-kilomètre du sommet, je l'ai revu. Il était assez loin, mais il descendait la montagne, pas en montant. Au début, j'ai pensé que je voyais des choses, mais en l'observant, j'ai réalisé que c'était définitivement Joanna. Il n'était plus sur le sentier. Il coupait à travers, glissant sur la pente rocheuse et escarpée, comme s'il était pressé de revenir au camp. « Joanna !» criai-je en portant mes mains à ma bouche. « Que fais-tu ? Reviens ici !» Il ne m'a même pas regardé. Il a juste continué à avancer, glissant entre les rochers, prenant des raccourcis qu'aucune personne censée n'essaierait. Nous avions des règles très spécifiques pour éviter ce genre de choses, la première étant de rester sur le sentier. C'est une montagne dangereuse, et glisser pourrait être une sentence de mort. Joanna était à environ 1200 mètres derrière nous, mais presque directement en dessous de nous sur le sentier. Je suis resté un moment, débattant entre aller après lui ou rester avec ma troupe. Nous étions si près du sommet maintenant. Les autres chefs scouts étaient juste devant moi et j'ai pensé que l'un d'eux se croiserait avec Joanna et le ramènerait sur le bon chemin. Finalement, j'ai décidé de continuer et d'avertir un chef scout puisque j'avais ma propre troupe dont je devais m'occuper. Mais mon instinct continuait de se tordre. Quelque chose ne semblait tout simplement pas correct. « Restez ici », dis-je à mon assistant scout, un jeune garçon nommé Matt, avant de tourner et de trotter en arrière sur le sentier après Joanna. « Je reviens tout de suite. » Quand je suis arrivé à l'endroit où je l'avais vue pour la dernière fois, Joanna n'était plus là. Le sentier en dessous était vide, le seul son était le vent soufflant à travers les arbres. J'ai crié son nom encore, mais il n'y a pas eu de réponse. Ce n'était pas bon, mais bien sûr, je l'avais vu descendre, donc évidemment il n'était pas là. C'est alors que ces premiers frissons de peur ont commencé à monter dans mon dos. Je suis retourné en courant au sommet, le cœur battant la chamade. J'ai trouvé Steve et les autres chefs réunis au sommet. Tous étaient détendus, les garçons regroupés autour d'un petit feu de camp, discutant avec enthousiasme de la montée. Je sentais que j'allais ébranler leur monde, mais nous devions nous mettre en marche pour descendre la montagne si nous voulions retrouver ce garçon. « Hé !» dis-je à bout de souffle en m'approchant. J'ai vu Joanna descendre. Il glissait entre les virages. Est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a vu ? Steve fronça les sourcils, regardant les autres chefs scouts. Non, je ne l'ai pas vu de toute l'après-midi. Tu es sûr que c'était lui ? Je suis sûr, répondis-je. Il descendait, coupant entre les rochers. Je lui ai crié, mais il m'a ignoré. Steve jura à voix basse. Bon sang, ce garçon n'écoute jamais. Je vais voir si je peux le rattraper. Il a probablement juste eu peur ou s'est fatigué. Quel raccourci a-t-il pris ? Celui qui glisse entre les virages, répondis-je. Bon sang, fut tout ce qu'il dit.
Il dit à sa troupe de ranger leurs affaires et de se préparer à retourner au camp de base. Comme ma troupe venait d'arriver, nous sommes restés un moment pour profiter de la vue au coucher du soleil et nous reposer. Je vis Steve charger son sac et s'engager sur le sentier en sens inverse, sa silhouette disparaissant rapidement entre les arbres. Le reste d'entre nous sommes restés au sommet un moment, attendant qu'il retrouve son boy scout perdu et que tout aille bien. Le reste de sa troupe marcha derrière lui, regardant dans toutes les directions à la recherche de tout signe de Juana. Une demi-heure plus tard, nous étions tous de retour sur notre propre chemin vers le camp. Le soleil commençait à plonger sous l'horizon. J'ai essayé de divertir mes garçons en chantant des chansons et en jouant à deviner des choses pour occuper leur esprit. Mais le mien revenait sans cesse à Juana. Où diable était ce garçon? Pourquoi diable m'a-t-il ignoré? Tout semblait super bizarre, et j'étais juste content qu'enfin un chef scout soit impliqué. Alors que nous descendions, nous pouvions voir l'autre groupe assez loin devant. Mais comme ils cherchaient Juana, nous commencions à les rattraper. Quand nous avons finalement rattrapé Steve, il faisait presque nuit. Son visage était maintenant sombre et il secoua la tête avant même que j'aie l'occasion de lui poser la question. Tous ses assistants scouts avaient l'air tout aussi défaits et je me suis vite rendu compte que sa troupe était complètement perdue. Ils faisaient briller leurs lampes torches d'un côté à l'autre, appelant sans cesse, mais ne recevaient jamais de réponse. « Nous ne l'avons pas trouvé », dit Steve à voix basse. « J'ai suivi le sentier jusqu'au campement, mais il n'y a aucun signe de lui. C'est littéralement comme s'il avait disparu. » Je sentais la panique bouillir en moi. « As-tu vérifié ses raccourcis ?» Il n'était pas sur le sentier quand je l'ai vu. Il coupait entre les virages. Steve hocha la tête. « J'ai cherché partout. Il n'y a pas de traces. Aucun signe de lui du tout. C'est comme s'il avait disparu dans les airs. »« Et tu es allé jusqu'en bas ?» clarifiai-je. « Oui, tout le chemin jusqu'en bas et puis tout le chemin de retour. Rien. Et il n'est pas non plus au campement. Nous nous sommes précipités vers notre camp de base aussi vite que nous pouvions en toute sécurité, tout en informant d'autres troupes de Boy Scouts de la situation. D'autres troupes ont commencé à former de petites équipes pour parcourir les pentes de la montagne et diriger des lumières vers le sentier de la montagne, guidant au cas où il serait potentiellement là-haut, tandis que Steve est allé faire l'appel. Il a marché environ 8 km dans l'obscurité pour atteindre la station des gardes forestiers la plus proche et informer les services d'urgence. La recherche a commencé cette nuit-là et la nouvelle s'est rapidement répandue dans le camp. Je dirais qu'en 1 heure, tous les adultes disponibles fouillaient le flanc de la montagne. Les lampes torches déchirant l'obscurité, des voix appelant Juana. Tous les garçons sont restés au campement, blottis dans leurs tentes, mais je pouvais voir la peur dans leurs yeux. Au fur et à mesure que la nuit avançait, ce sentiment d'inquiétude s'aggravait. Quelque chose n'allait pas. Juana n'était pas seulement perdu, il était parti, et personne ne savait où ni pourquoi. Lorsque les équipes professionnelles de recherche et de sauvetage sont arrivées, elles ont fouillé la zone à la recherche de tout signe de Juana. Ils ont trouvé une seule empreinte qui correspondait à sa taille, mais rien de plus. Pas d'autres empreintes, pas de matériel, rien d'autre que la montagne et le ciel vide. Puis, le 3e jour, ils ont trouvé sa caméra. Elle était l'une de celles jetables que les enfants utilisent lors des sorties scolaires. Elle était jetée par terre près d'un glissement de pierre, à moitié enterré sous un tas de rochers. La pellicule à l'intérieur avait été exposée, mais ils ont réussi à sauver quelques photos. La plupart étaient ce à quoi on s'attendrait. Des photos des montagnes, des arbres, du ciel, juste un garçon jouant avec son appareil photo. Mais la dernière photo était différente. C'était un gros plan du visage de Juana, prise dans l'obscurité. Ses yeux étaient grands ouverts, son expression confuse, presque effrayée. Cette photo m'a donné un frisson dans la colonne vertébrale, et jusqu'à ce jour, c'est la dernière piste de Juana qui a été trouvée. Quand j'ai reçu l'appel au sujet de Juana, je n'y ai pas trop réfléchi. Ces choses arrivent tout le temps, surtout en montagne, et surtout avec les enfants. J'étais volontaire en recherche et sauvetage depuis presque 15 ans à ce moment-là, et la plupart du temps, c'était routinier. Un randonneur perdu, ou un enfant qui s'était éloigné, ou quelqu'un qui avait sous-estimé la difficulté du sentier. En général, on les retrouve en quelques heures, peut-être un jour au plus. Ils sont effrayés, mais bien. Ils ont une histoire à raconter et nous avons un travail bien fait. Mais Juana était différent. Je me souviens avoir conduit sur ces routes sinueuses ce week-end-là. Le soleil se couchait déjà derrière les sommets de la montagne et le ciel avait cette teinte orange brumeuse qui rend tout presque irréel. Et j'ai eu ce drôle de sentiment dans l'estomac que je ne pouvais pas secouer. Peut-être que c'était juste l'altitude,
ou peut-être que c'était la façon dont la radio crépitait en transmettant les détails, mais je me sentais inquiet. J'ai laissé passer. Cela allait être un travail simple. L'enfant se perd dans la forêt, on le trouve, tout le monde rentre à la maison. C'est comme ça que c'est censé fonctionner. Quand je suis arrivé à la zone de rassemblement, il y avait déjà quelques équipes préparant leur équipement. La troupe de Joanna n'a pas perdu de temps pour nous appeler, ce qui était un bon signe. Le garçon n'était pas perdu depuis très longtemps, juste quelques heures, et le terrain n'était pas si mauvais. Le réseau de sentiers dans cette partie des montagnes de San Bernardino était assez bien cartographié, et ce n'était pas un endroit sauvage et impitoyable. C'était un endroit où les familles marchaient les week-ends. Nous pensions tous que ce serait assez difficile pour quelqu'un de vraiment se perdre ici. C'était un terrain ouvert avec des sentiers clairs, et la plupart des chemins se rejoignaient ou menaient à la même zone. La troupe de Joanna montait au sommet, une montée assez importante pour un garçon de 12 ans, mais pas trop dangereuse. Le plan était d'atteindre le sommet, puis de redescendre au camp avant la nuit. Suffisamment simple, mais d'une manière ou d'une autre, Joanna a glissé entre les mailles du filet. Un moment il était là, et l'instant d'après, il ne l'était plus. Ça n'avait pas de sens, du moins au début. Alors que nous continuions à organiser la recherche, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une frustration croissante envers les chefs scouts. Ces enfants sont leur responsabilité et, pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à en perdre un. J'ai parlé à quelques-uns d'entre eux et leurs histoires étaient partout. L'un d'eux, un grand type aux cheveux gris, ne cessait de secouer la tête comme s'il ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. « Nous étions tous ensemble », insista-t-il. Il traînait derrière, mais nous continuions à vérifier comment il allait. Il allait bien. Et à quel point traînait-il derrière ? Demandai-je, essayant de ne pas montrer mon irritation. Quelques centaines de mètres, peut-être, dit le chef scout, regardant le sol. Nous lui avons dit de rester avec le groupe, mais... Il s'est arrêté, le visage pâle. Il continuait juste à rester en arrière. Je contins une réponse en colère. Quelques centaines de mètres étaient trop loin, beaucoup trop loin, surtout pour un garçon de son âge, et à 3350 mètres d'altitude. L'altitude à elle seule pouvait te toucher. Le sentier était raide. Il n'y avait aucun moyen qu'on lui permette de rester si loin derrière sans que quelqu'un soit avec lui. Et après, insistai-je, que s'est-il passé ensuite ? Le chef scout haussa les épaules, impuissant. Nous sommes arrivés au sommet, et nous nous sommes retournés, et il n'était pas là. Nous avons pensé que peut-être, juste peut-être, il était retourné au camp. Nous avons envoyé quelqu'un derrière lui, mais... Il ne finit pas sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. C'était la dernière fois que quelqu'un a vu Joanna. Ainsi, tout d'un coup, un enfant a disparu. Le sentiment initial parmi l'équipe de recherche était prudemment optimiste. Après tout, il ne s'était pas passé beaucoup de temps depuis qu'il s'était perdu, et le temps était beau. Nous pensions qu'il s'était écarté du sentier, peut-être avait pris un mauvais tournant. Nous allions bientôt le retrouver. Mais les heures passèrent, et le soleil s'enfonça plus dans le ciel, et les choses commencèrent à se sentir différentes. Les premières heures de recherche ne donnèrent aucun résultat. Pas de traces, pas de matériel tombé, pas de signe de Joanna nulle part. C'était presque comme si la montagne l'avait avalé tout entier. Les chefs scouts étaient un désastre, allant et venant, murmurant entre eux à voix basse. L'un d'eux, un jeune avec un tic nerveux, commença à parler des pumas. « Il y en a eu un dans cette zone avant », dit-il en se tordant les mains. « Un enfant de sa taille, il aurait pu être emporté. Mais il n'y avait pas de sang ni de signe de lutte. Si Joanna avait été attaquée par un animal, nous aurions vu quelque chose, des traces, des poils, quelque chose. Mais il n'y avait rien. Une autre théorie commença à circuler, une qui me donna vraiment la chair de poule. Certains des chercheurs se demandèrent si Joanna ne s'était pas vraiment égarée. Peut-être que quelqu'un l'avait emmenée, peut-être qu'il avait été enlevé ou pire. Je ne voulais pas y croire, mais l'idée s'est logée dans mon esprit et ne m'a pas lâché. Un garçon ne disparaît pas comme ça, de nulle part. Les premiers jours de cette recherche furent un mélange de frustration et d'épuisement. Nous avons parcouru la montagne, cherchant chaque centimètre des sentiers, appelant le nom de Joanna jusqu'à en être aphone. Nous n'avons rien trouvé, enfin, presque rien. Le deuxième jour, quelqu'un trouva une seule empreinte à moitié enfouie dans la terre près d'un virage. Elle correspondait à la taille des chaussures de Joanna, mais c'était tout. Pas d'autres traces, pas de piste à suivre, juste une empreinte solitaire. Puis, le troisième jour, nous avons trouvé la caméra.
C'était l'une de celles jetables que les enfants utilisent lors des sorties scolaires. Elle était jetée par terre près d'un glissement de pierre, à moitié enterrée sous un tas de rochers. La pellicule à l'intérieur avait été exposée, mais ils ont réussi à sauver quelques photos. La plupart étaient ce à quoi on s'attendrait. Des photos des montagnes, des arbres, du ciel, juste un garçon jouant avec son appareil photo. Mais la dernière photo était différente. C'était un gros plan du visage de Juana, prise dans l'obscurité. Ses yeux étaient grands ouverts, son expression confuse, presque effrayée. Cette photo m'a donné un frisson dans la colonne vertébrale, et jusqu'à ce jour, c'est la dernière piste de Juana qui a été trouvée. À ce stade, la police était déjà impliquée. Ils ont commencé à interroger les campeurs de la zone, essayant de rassembler tout ce qui pourrait nous aider à comprendre où était allée Juana. La plupart des campeurs n'avaient rien vu ni entendu d'inhabituel, mais il y eut un groupe qui raconta une histoire qui nous donna des cauchemars à certains d'entre nous. Ils campaient de l'autre côté de la montagne, à un peu plus d'1 kilomètre de l'endroit où Juana avait disparu. Selon eux, ils ont vu quelque chose cette nuit-là, juste au coucher du soleil. Au début, ils ont pensé que c'était un homme rôdant à la périphérie de leur campement, mais quand il a fait nuit, ils ont réalisé que ce n'était pas un homme, c'était trop grand, et ce qu'ils avaient vu ne portait pas de vêtements. Maintenant, tiens compte que c'est leur description. Ils l'ont décrit comme une sorte de créature avec des membres longs et une peau pâle. Elle ne faisait aucun bruit, elle restait là à regarder. Ils ont essayé de l'effrayer en criant, en jetant des pierres et en agitant des bâtons enflammés, mais elle ne bougeait pas. Elle restait juste là, à observer. Finalement, elle s'éloigna vers la forêt, et ils pensèrent que c'était la fin. Mais plus tard, cette nuit-là, ils entendirent quelque chose au loin, des bruits étranges, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait encore entre les arbres. Puis vinrent les cris. Les campeurs dirent qu'ils entendirent les cris d'un enfant résonner dans la montagne, dans la même direction où cette créature était allée. Ils ne savaient pas quoi faire, alors ils restèrent dans leur tente, terrifiés, jusqu'au matin suivant. Quand ils apprirent pour Juana, ils se rendirent directement à la station des gardes forestiers pour rapporter ce qu'ils avaient vu et entendu, mais il était déjà trop tard. Je sais ce que tu penses, mais cette histoire s'est gravée dans mon esprit. Pendant que la recherche continuait, chaque fois que nous entrions dans la forêt en appelant le nom de Juana, je ne pouvais me défaire de la sensation que nous n'étions pas seuls. L'air semblait lourd, comme si quelque chose nous observait depuis les arbres. Mais nous avions un travail à faire et j'ai essayé de me concentrer sur cela. Après une semaine de recherche, nous étions tous désespérés. Les chances de retrouver Juana en vie étaient maintenant très minces. Nous le savions tous, mais j'avais une théorie, une que je n'avais partagée avec personne. Je l'avais construite dans mon esprit depuis que j'avais entendu les chefs scouts parler de la façon dont Juana s'était glissée entre les virages. Il n'était pas rare que les garçons fassent ça, coupant le chemin pour gagner du temps, mais cette montagne est différente. Ces virages sont raides. Si tu n'es pas prudent, tu pourrais facilement perdre le contrôle et tomber. Je connaissais bien la zone et j'avais une intuition sur l'endroit où Juana pourrait être allée. Il y avait un canyon à la base de la montagne, à un peu plus d'1 kilomètre de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Il était couvert de broussailles, sauvage, sans sentiers y menant. Si Juana avait glissé trop loin, il aurait facilement pu finir dans ce canyon, et, s'il l'avait fait, il était probablement déjà mort. J'ai décidé de le vérifier moi-même. Je n'ai dit à personne ce que je faisais, j'ai juste attrapé mon équipement et me suis dirigé vers les virages. Quand je suis arrivé là, je suis resté au sommet, regardant en bas ces pentes escarpées et rocheuses. Il n'était pas difficile d'imaginer un garçon comme Juana perdre l'équilibre ici, surtout avec la lumière déclinante. J'ai suivi le sentier vers le bas sur 1 kilomètre, j'ai même essayé la technique de glissement moi-même. C'était dangereux, mais ça marchait, du moins pour un moment. Puis je suis arrivé au bord du canyon. C'était exactement comme je m'en souvenais, sauvage, couvert de broussailles, complètement isolé du reste de la montagne. Si Juana était descendue par ici, personne ne l'aurait vue et personne ne l'aurait trouvée. J'ai signalé ma position par radio et puis je suis descendu dans le canyon, appelant son nom tout le long, mais je savais que c'était inutile. Ce canyon était trop grand et sauvage. S'il avait jamais été ici, il n'y était plus maintenant. La réalité était qu'il aurait pu descendre dans le canyon en toute confiance. Il y a des sentiers d'animaux qu'on peut voir depuis le sommet et qui pourraient ressembler à un sentier principal avec la lumière déclinante. Je pense que Juana a glissé juste à côté du sentier sur lequel il était censé rester, et sans le vouloir, s'est égaré dans la mauvaise direction en descendant dans le canyon. Le véritable sentier se courbait dans l'autre sens, vers le campement. Maintenant, tout cela n'est qu'une théorie,
mais ça a plus de sens que les autres. Après ça, ils ont fait venir des hélicoptères avec des caméras infrarouges, mais rien. La recherche a continué pendant 19 jours au total, et Ruana n'a jamais été retrouvée. Je pense encore à lui parfois, surtout quand je suis dans ces montagnes. Je pense à cette caméra, à cette dernière photo qu'il a prise. Je pense à ces autres campeurs et à cette chose qu'ils ont vue. Je me demande, avons-nous raté quelque chose? Avons-nous ignoré quelque chose dans ces bois, quelque chose que nous n'étions pas censés voir? Ou était-ce autre chose, quelque chose que nous ne comprendrons jamais? Tout ce que je sais, c'est que Ruana est entré dans ces montagnes et n'est jamais revenu. Que son âme repose en paix, gamin. En 1969, un reporter d'une revue d'aventure nommé Milt McLean s'est envolé pour la Nouvelle-Guinée avec son équipe de tournage pour réaliser un documentaire sur une personne qui avait disparu dans cette région. Milt espérait retrouver cette personne disparue et la capturer à la caméra, ce qui aurait véritablement propulsé son documentaire au niveau supérieur. Mais malgré tout le matériel filmé et les recherches menées partout, ils n'ont jamais trouvé la personne disparue. Milt est finalement rentré chez lui et a stocké tout le matériel dans un entrepôt sans même le visionner. 4 ans plus tard, ce matériel a été récupéré par une autre équipe qui voulait faire un documentaire sur cette personne disparue, et lorsqu'ils ont visionné les images, ils ont trouvé quelque chose de totalement incroyable. Le matin du samedi 18 novembre 1961, un homme de 23 ans nommé Michael Rockefeller tirait sur le cordon du moteur hors bord du bateau dans lequel il voyageait. Michael tirait et tirait sur ce cordon, mais n'arrivait pas à redémarrer le moteur, qui crépitait sans se lancer. Sans moteur, cela signifiait que Michael et sa petite équipe continuaient à dériver au large, de plus en plus loin. Mais ce n'était pas la pire partie de la situation. Le bateau dans lequel se trouvaient Michael et son équipage, un catamaran d'environ 12 mètres de long, commençait à couler. Quelques minutes plus tôt, Michael et son équipe naviguaient joyeusement le long de la magnifique côte sauvage de la Nouvelle-Guinée lorsqu'ils ont dû traverser une zone où l'eau était particulièrement agitée. Il y avait un fleuve en Nouvelle-Guinée qui se jetait dans la mer d'Arafura, là où se trouvaient Michael et son équipe, et là où l'eau marron du fleuve rencontrait l'eau bleue de la mer, elle devenait très agitée, avec beaucoup de vagues brusques. Donc, tandis que Michael et son équipe tentèrent de traverser cette zone, les vagues sont montées à bord, inondant le moteur et l'éteignant. Puis, à mesure que de plus en plus de vagues pénétrèrent dans le bateau, celui-ci a commencé à couler. La raison pour laquelle Michael et son équipe étaient là, prenant ce risque, était que Michael voulait aller voir une tribu appelée les Asmat, qui vivait en Nouvelle-Guinée, juste après cette zone où se trouvait le fleuve, sur la côte. Michael était obsédé par l'art créé par la tribu Asmat, en particulier par les poteaux bis uniques. Ces poteaux étaient créés par les maîtres sculpteurs de la tribu Asmat. Ils prenaient un seul morceau de bois et le sculptaient jusqu'à ce qu'il ressemble à un groupe d'hommes debout les uns sur les épaules des autres. Ces poteaux bis sont totalement magnifiques, complexes et merveilleux à voir, mais les Asmat ne les fabriquent pas pour l'art. Ils les fabriquent parce qu'ils croient qu'ils contiennent les âmes des guerriers de leur tribu morts au combat. Et tant que les Asmat ne viendront pas venger ces guerriers tombés, c'est-à-dire tant que la tribu n'aura pas tué ses ennemis, ces âmes restent piégées dans les poteaux bis, ce qui signifie que les Asmat ne se débarrassent presque jamais de ces poteaux. Ils ne les vendent pas, ne les jettent pas, ils font simplement partie de leur culture et de leur société. Mais quelques mois plus tôt, Michael avait visité la tribu Asmat, avait appris l'existence des poteaux bis et leur signification, et pensait avoir négocié un accord avec eux pour échanger certains de ses biens contre un de ces poteaux bis. Mais bien que Michael leur ait donné tout ce qu'il avait offert, ils ne lui ont jamais envoyé le poteau bis. Alors maintenant, Michael revenait dans l'espoir de pouvoir réclamer le poteau bis et l'emporter avec lui. Mais pendant que Michael était assis sur son catamaran en train de couler, voyant la côte boueuse de la Nouvelle-Guinée s'éloigner de plus en plus alors qu'il dérivait dans la mer d'Arafura, la dernière chose à laquelle il pensait était le poteau bis. Ils devaient trouver ce qu'ils allaient faire. L'équipage de Michael était composé de 3 autres personnes, un anthropologue français nommé René et 2 adolescents qui étaient des guides Asmat nommés Simon et Léo. Après que Michael ne put pas démarrer le moteur, les 3 tentèrent de tirer sur le cordon, mais ils ne réussirent pas non plus à le faire démarrer. Finalement, Simon et Léo dirent à Michael et René qu'à ce stade, ils pensaient que leur seule chance était d'abandonner le catamaran,
de sauter dans l'océan et de nager jusqu'à la rive, qui se trouvait alors à environ 800 mètres de distance, mais qu'ils dérivaient si rapidement vers le large que s'ils attendaient plus longtemps, ils pourraient être trop loin pour y arriver à la nage. Cependant, René n'était pas un bon nageur, et Michael n'était tout simplement pas prêt à abandonner complètement le bateau et à le laisser couler, car à bord du catamaran se trouvaient toutes les affaires qu'il avait apportées, comme du tabac, du fil de pêche, des vêtements, des bonbons et toutes sortes de choses différentes qu'il savait que cette tribu n'avait pas et qu'il pourrait utiliser comme levier pour continuer à négocier pour obtenir son poteau bis et d'autres œuvres d'art qu'il pourrait offrir. Et même si Michael comprenait évidemment que le catamaran et tout ce qu'il transportait allait couler à un moment donné, il n'était tout simplement pas mentalement prêt à sauter maintenant et à abandonner toutes ces choses. Alors, il fut décidé que les deux guides asthmates, les deux adolescents Simon et Léo, sauteraient seuls dans l'eau, nageraient jusqu'à la rive et tenteraient d'obtenir de l'aide, tandis que Michael et René resteraient en arrière et attendraient que cette aide arrive. Quelques instants plus tard, les deux adolescents sautèrent à l'eau et commencèrent leur longue nage vers le rivage. Pendant qu'ils le faisaient, Michael les observait et se rendit soudain compte de la distance qui le séparait de chez lui. Cela faisait des mois que Michael ne s'était pas douché. Il sentait terriblement mauvais. Il était complètement brûlé par le soleil et couvert de terre, et ses mains étaient rugueuses et calleuses à force de ramer. Mais ce n'était pas la vraie vie de Michael, car Michael n'était pas de Nouvelle-Guinée, ni d'aucun endroit proche. Il venait des États-Unis, où sa famille était l'une des plus connues, influentes et riches de l'histoire de l'humanité. La famille Rockefeller fait partie du top 10 des personnes les plus puissantes de l'histoire. Le grand-père de Michael était le magnat du pétrole John D. Rockefeller, qui à cette époque était littéralement l'homme le plus riche du monde, et le père de Michael, Nelson Rockefeller, était alors le gouverneur de New York et le futur vice-président des États-Unis. Mais malgré ses ressources incroyables à sa disposition, Michael ne se sentait pas obligé d'être un Rockefeller. Au contraire, il trouva sa vocation dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Il était venu ici pour la première fois 7 mois plus tôt avec une équipe de cinéastes de l'université de Harvard qui cherchait à documenter une tribu très éloignée et Michael tomba amoureux de l'aventure de ce voyage, même si lors de ce voyage, alors qu'il filmait une bataille entre cette tribu éloignée et une autre tribu, Michael fut accidentellement blessé à l'épaule par une flèche. Malgré sa blessure, Michael aimait simplement être en Nouvelle-Guinée. En fait, Michael n'a jamais dit à sa famille qu'il avait été touché à l'épaule par cette flèche parce qu'il craignait que s'il le disait, la toute-puissante famille Rockefeller cherche à se venger des tribus qui avaient accidentellement blessé Michael Rockefeller. Michael était donc très respectueux et protecteur envers les personnes qu'il rencontrait en Nouvelle-Guinée, et à bien des égards, il les voyait plus comme son propre peuple que sa propre famille. Alors, après que les cinéastes de Harvard eurent terminé leur documentaire et soient retournés aux États-Unis, Michael resta en Nouvelle-Guinée. Pendant ce temps, son père, Nelson Rockefeller, avait ouvert un musée à New York appelé le Musée d'art primitif, qui exposait de l'art provenant de lieux comme la Nouvelle-Guinée. C'était au début des années 60, et de nombreux Occidentaux voyèrent les natifs de Nouvelle-Guinée, comme les gens de la tribu Asmat, comme très primitifs et arriérés. Par conséquent, beaucoup de gens étaient attirés par ce nouveau musée à New York, uniquement pour le spectacle qu'il offrait, pour voir ce que ces personnes primitives et arriérées créaient. Mais Michael sentait qu'il avait une compréhension plus profonde des natifs de Nouvelle-Guinée, et il estimait qu'il était de sa responsabilité de trouver les œuvres d'art incroyables de toute la Nouvelle-Guinée, comme les poteaux bis de la tribu Asmat, et d'envoyer ces œuvres d'art à son père pour qu'elles soient exposées au musée. Michael voulait que les Occidentaux apprécient et respectent les natifs de Nouvelle-Guinée de la même manière que lui, et il croyait qu'à travers l'art, il pouvait y parvenir. Ainsi, Michael s'est associé à René, l'anthropologue français, pour parcourir toute la Nouvelle-Guinée à la recherche d'art à envoyer à son père. Quelques heures après que Simon et Léo eurent sauté du catamaran en train de couler et commencé à nager vers la rive, Michael et René n'avaient aucune idée s'ils avaient atteint la terre. Ils n'avaient vu personne venir les secourir, et pour autant qu'ils savaient, ils n'avaient aucune idée de la proximité ou non d'un éventuel sauvetage. En regardant en bas, ils virent que leur catamaran coulait de plus en plus. Alors à un moment donné, Michael et René prirent des seaux et commencèrent à écoper l'eau du catamaran, ce qui était totalement inutile, car l'eau entrait trop rapidement, mais ils n'avaient rien d'autre à faire. Soudain, une vague soudaine vint et retourna tout le catamaran, projetant Michael et René à la mer. Par chance,
Michael et René réussirent à nager à la surface et nagèrent jusqu'au catamaran, qui était maintenant à l'envers. Une bulle d'air était piégée en dessous, ce qui le maintenait à flot, et Michael et René s'agrippèrent au catamaran. Michael, en plus, attrapa un bidon d'essence qui était tombé du bateau et l'attacha à sa ceinture comme dispositif de flottaison. Ainsi, lui et René s'agrippèrent au catamaran retourné, et Michael se soutint sur le bidon d'essence en attendant que Simon et Léo aient atteint la rive et que l'aide arrive. Mais au fond de l'esprit de Michael, il savait que si l'aide n'arrivait pas bientôt, il devrait peut-être faire quelque chose de radical, comme essayer de nager lui-même, ce qui était maintenant une distance bien plus grande que les 800 mètres initialement estimés. Le lendemain matin, quand le soleil se leva, Michael et René étaient toujours dans l'eau, accrochés au catamaran, attendant que l'aide arrive, mais elle ne vint pas. Maintenant, Michael était un très bon nageur, mais à ce moment-là, il savait qu'ils étaient au moins à environ 8 ou même 16 km de la rive, donc ce serait une nage épuisante dans des eaux plutôt agitées. Mais Michael, en tant que Rockefeller, avait beaucoup de confiance en lui et commença à dire à René qu'il ferait la nage et qu'il pouvait le faire. René supplia Michael de ne pas y aller, mais Michael dit qu'il devait faire quelque chose, sinon ils mourraient là-bas. Tout ce que René put faire fut de regarder Michael se débarrasser de certains de ses vêtements et attacher un autre bidon d'essence à sa ceinture pour lui donner un peu plus de flottaison. Puis, Michael serra la main de René et, vers 8 heures du matin du dimanche 19 novembre 1961, Michael commença à nager. Environ 12 heures plus tard, cette nuit-là, alors que René s'accrochait toujours au catamaran, attendant que l'aide arrive bientôt, soudain, presque sans avertissement, le ciel s'illumina d'une flamme incroyablement brillante. Ce qui s'était passé, c'était qu'un avion qui survolait avait vu René et le catamaran renversés et avait tiré une fusée éclairante pour lui faire savoir qu'il l'avait vu et qu'ils enverraient de l'aide. Quelques heures plus tard, un bateau est arrivé et a récupéré René. Quand René est monté à bord, il s'est senti soulagé et a demandé au capitaine « Est-ce que Michael Rockefeller vous a dit que j'étais ici? Est-ce pour cela que vous m'avez trouvé ?» Le capitaine a répondu « Non, ce sont 2 adolescents, 2 guides, Simon et Léo, qui nous ont dit que tu étais là. Personne n'a entendu parler de Michael. » Maintenant, il faut se rappeler que Michael Rockefeller était un Rockefeller. Donc quand René entendit « Mon Dieu, nous ne savons pas où est Michael », et qu'il expliqua au capitaine que Michael avait commencé cette longue et incroyable nage vers la rive pour demander de l'aide, ce fut comme si une bombe avait explosé dans la famille Rockefeller et ils engagèrent tout leur argent, leurs ressources et leur influence pour lancer la plus grande recherche de l'histoire pour retrouver Michael. Ils envoyèrent des bateaux, des hélicoptères et des avions et contactèrent la marine américaine pour l'impliquer complètement. Ils cherchèrent partout pendant des semaines, mais ne purent pas retrouver Michael. Cette recherche continua pendant des années. Elle ne fut pas aussi intense que les premières semaines, mais il y avait toujours quelqu'un ou une entité qui cherchait Michael dans la zone où il avait commencé à nager. Mais en 1964, 3 ans après que Michael eut commencé à nager, la famille Rockefeller finit par accepter que Michael devait être mort, qu'il s'était sûrement noyé dans ses 8 ou 16 kilomètres de nage jusqu'à la rive. Pendant 60 ans, j'ai été un fervent utilisateur du courrier avec des baleines, mais malheureusement au cours des 6 dernières décennies, aucune baleine n'a compris quel était mon messager. Alors j'ai finalement décidé de rejoindre le futur et de faire confiance à Stamps.com pour tous mes besoins d'expédition. Depuis 25 ans, Stamps.com aide les entreprises à économiser du temps et de l'argent. Revenons à l'histoire. Lorsque la famille accepta finalement ce qui s'était passé, cela devint la version officielle de ce qui s'était passé aux États-Unis. Michael Rockefeller s'était noyé en essayant de nager jusqu'à la rive. Mais en Nouvelle-Guinée, une histoire très différente commença à se répandre sur ce qui était vraiment arrivé à Michael. Des rumeurs sur son destin se murmuraient le long des routes commerciales et entre les missionnaires en visite et étaient colportées dans des magazines de tabloïds et d'aventures. En 1969, 5 ans après que Michael eût été déclaré mort par sa famille, un reporter d'une revue d'aventures nommé Milt McLean entendit parler d'une mystérieuse personne australienne qui avait vu Michael Rockefeller récemment dans la jungle de Nouvelle-Guinée, non loin de l'endroit où il aurait disparu. Milt décida de suivre cette piste, malgré le peu de crédibilité qu'elle avait, et partit pour la Nouvelle-Guinée avec une équipe de tournage. Il chercha Michael partout, parla avec les locaux, fouilla la zone, mais ne trouva aucun signe de lui.
Milt, se sentant très déçu, rentra chez lui et écrivit un livre sur sa recherche de Michael Rockefeller qui devint un best-seller. Mais surtout, bien qu'il ait filmé beaucoup de matériel à la fois de loin et de près de toutes les tribus dans la zone où Michael était censé être, lui et son équipe ne visionnèrent jamais vraiment les images. 40 ans plus tard, une autre équipe de tournage décida d'aller en Nouvelle-Guinée pour rechercher Michael, car il y avait toujours ces rumeurs selon lesquelles Michael était vivant et vivait dans les jungles de Nouvelle-Guinée. Avant de partir pour la Nouvelle-Guinée, ils découvrirent ce matériel inédit de Milt McLean et le visionnèrent en entier. Ils découvrirent quelque chose d'incroyable parmi des heures et des heures de séquences. Il y a une brève prise de vue à distance, où l'équipe filmait depuis la terre vers l'eau, et on voit une pirogue entrer dans le cadre rempli de guerriers de la tribu Asmat. C'est un groupe de guerre qui se dirige vraisemblablement vers la bataille contre une autre tribu. Mais parmi ces hommes grands et forts, il y a un homme qui se distingue complètement parce qu'il ne ressemble pas aux autres guerriers Asmat. C'est un homme blanc, nu et barbu, qui, malgré la mauvaise qualité de la vidéo, ressemblait beaucoup à Michael Rockefeller. Ainsi, dès que la nouvelle de cette séquence se répandit, très rapidement, des rumeurs commencèrent à circuler dans le monde entier sur la façon dont cet héritier d'une fortune multimillionnaire avait décidé de s'éloigner de sa famille et de vivre parmi la tribu Asmat comme l'un d'eux. Maintenant, encore une fois, nous n'avons aucune idée s'il s'agissait vraiment de Michael Rockefeller. Cela pourrait facilement avoir été un missionnaire ou une autre personne blanche qui était en Nouvelle-Guinée, mais l'histoire était incroyable et elle se répandit partout. En 2012, 4 ans après que cette séquence inédite de Milt McLean soit apparue et plus de 50 ans après la disparition de Michael Rockefeller, un journaliste de National Geographic nommé Carl Hoffman, qui avait grandi fasciné par le mystère entourant Michael Rockefeller, décida d'aller en Nouvelle-Guinée et de découvrir enfin ce qui était arrivé à Michael. Après que Carl et son interprète eurent vécu avec la tribu Asmat pendant des mois, gagnant leur confiance et leur respect, ils commencèrent à lui raconter une nouvelle histoire sur ce qui était vraiment arrivé à Michael, une histoire qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. Ils lui donnèrent également un terrible avertissement. S'il racontait un jour ce qui s'était réellement passé, tout le village pourrait être tué, et peut-être même lui aussi. Mais Carl ne les écouta pas. Après avoir entendu ce qui était vraiment arrivé à Michael, il quitta la Nouvelle-Guinée et écrivit un livre à ce sujet intitulé « Savage Harvest », Moisson sauvage. Voici ce qui est arrivé à Michael Rockefeller. Le matin du 19 novembre 1961, environ 24 heures après que Michael eut sauté à l'eau et commencé sa nage de 8 à 16 km jusqu'à la rive pour demander de l'aide, 3 anciens de la tribu Asmat nommés Finn, Jim et Pep se trouvaient parmi 50 autres membres de la tribu dans 8 longues pirogues. Ils ne se dirigeaient nulle part, se reposant simplement à l'embouchure de cette rivière, la même rivière qui se jetait dans la mer d'Arafura, exactement là où Michael et son équipe avaient rencontré ces eaux turbulentes qui avaient retourné leur catamaran et causé toute leur situation. Ainsi, tous ces membres de la tribu étaient là, certains fumant des cigares roulés à la main, d'autres mâchant de la farine faite à partir d'une plante de palmier appelée sagou. Ils étaient tous nus, à l'exception de quelques bandes autour de leurs genoux et coudes, et de certaines perforations complexes dans leur nez et oreilles. Ils se tenaient simplement là, profitant d'un moment de paix et de tranquillité après une longue journée. Soudain, Jim, l'un des anciens, remarqua quelque chose qui se déplaçait vers la rivière depuis la mer. C'était quelque chose de blanc qui se dirigeait vers eux, et immédiatement Jim appela les autres à regarder. « Regardez, il y a quelque chose là-bas. C'est un crocodile blanc, un serpent, quelque chose. » Tous regardèrent et observèrent cette chose blanche se rapprocher de plus en plus. Alors, pour ne pas être surpris, tout le groupe se prépara et commença à ramer vers cette chose blanche, car si c'était une menace, ils pourraient s'en occuper, et si ce n'en était pas une, alors qu'il en soit ainsi. Lorsque les 8 pirogues convergèrent vers cette chose blanche, certaines avec leurs lances en l'air prêtes à attaquer, ils se rendirent compte que ce n'était ni un serpent ni un crocodile. C'était un homme blanc flottant sur le dos avec des dispositifs de flottaison étranges sur lui, mais il ne représentait pas une menace. Immédiatement, tous baissèrent leurs lances, rirent en pensant qu'ils s'étaient sentis en danger pendant une seconde, et cet homme blanc, qui était Michael Rockefeller, se retourna et regarda vers le haut, et il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il avait nagé presque 16 km pour arriver là et se trouvait face à la tribu qu'il était venu voir en premier lieu. Ils étaient revenus pour le sauver.
Presque en larmes de soulagement, Michael se retourna et s'accrocha à l'une de leurs pirogues. Dès qu'il le fit, l'un des anciens, Pep, le regarda s'accrocher à leur bateau, puis regarda les deux autres anciens, Finn et Jim, et tous se regardèrent, puis Michael, et de nouveau entre eux. Puis ils acquiescèrent, et Pep aida Michael à monter dans le bateau. Michael s'allongea au milieu du bateau, épuisé par la nage mais soulagé. Il resta là pendant que la tribu se remettait en position, faisait pivoter les pirogues et commençait à ramer en amont vers l'intérieur. Pendant qu'ils ramaient, ils commencèrent à chanter un chant très étrange. Les 8 pirogues, les plus de 50 membres de la tribu, tous en chœur entamèrent ce chant, et Michael, qui avait étudié la tribu Asmat et pensait connaître beaucoup de leur culture, n'avait jamais entendu ce chant auparavant. Il se sentait envoûté par le chant et tenta de leur demander ce que cela signifiait, mais ils l'ignorèrent complètement et continuèrent à ramer et chanter. Michael resta là à écouter, transporté vers ce qu'il pensait être la sécurité. Soudain, le chant s'arrêta et les pirogues tournèrent vers un petit affluent menant à une clairière sur la rive. Michael remarqua qu'ils ralentissaient et se leva un peu pour voir s'ils étaient dans leur village, mais il ne vit aucun village en vue, juste cette clairière sur la rive. Immédiatement, Michael espéra qu'ils se rendraient bientôt au village parce qu'il devait trouver quelqu'un qui pourrait contacter les autorités pour ensuite aller secourir René et, espérons-le, retrouver aussi Simon et Léo. Michael tenta de demander aux hommes dans la pirogue s'ils allaient l'aider, mais bien sûr, il y avait une grande barrière de langage et aucune des deux parties ne se comprenait vraiment. À un moment donné, un des hommes de la tribu Asmat commença à se moquer de Michael, et lorsqu'il le fit, la plupart des autres membres de la tribu regardèrent, virent ce qui se passait et se mirent aussi à rire de Michael. Michael ne comprenait pas ce qui se passait. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, toute la tribu cessa de rire et, comme en un instant, reprit ce chant rythmique tout en descendant lentement de leur pirogue pour se diriger vers la rive. Michael commença à sentir que quelque chose n'allait pas et s'allongea instinctivement de nouveau dans la pirogue, comme pour s'éloigner d'eux. L'homme qui s'était d'abord moqué de Michael se dressa au-dessus de lui, continuant le chant, sourit et leva sa lance. Puis il la planta dans le flanc de Michael, qui cria de douleur, mais n'avait pas la force de se défendre et se retourna de l'autre côté de la pirogue, essayant de se protéger. L'homme leva de nouveau sa lance avec un grand sourire et la planta dans l'autre flanc de Michael. Après avoir retiré la lance, Michael, dans une douleur terrible, réussit, peut-être sous l'effet de l'adrénaline, à se lever et à passer par-dessus le bord de la pirogue, tombant dans la boue. Il tenta de se relever pour s'éloigner, mais il n'y avait nulle part où aller, et tandis qu'il luttait dans la boue, 2 des hommes de la tribu le prirent par les bras et commencèrent à le traîner à travers la clairière vers la jungle. À mesure qu'ils l'emmenaient, le chant continuait et Michael entendait périodiquement quelqu'un souffler dans une corne. Michael fut traîné de la rive jusqu'à la jungle, puis dans une autre clairière, non loin de leur village. Ils le mirent à genoux au centre de cette clairière, protégeant ses flancs avec ses bras incroyablement faibles, tandis que la tribu formait un cercle autour de lui, maintenant le chant. À un moment donné, un des hommes s'approcha de Michael, lui prit la tête et la poussa en avant, exposant l'arrière de son cou. Un autre membre de la tribu s'approcha avec une hache, tandis que le chant et les cornes continuaient, éleva la hache, la faisant s'abattre sur l'arrière du cou de Michael. Il s'avère que la tribu Asmat savait qui était Michael. Ils se souvenèrent de sa visite quelques mois plus tôt, lorsqu'il avait essayé de négocier pour leur poteau bis. Ils avaient été profondément offensés que cet homme blanc riche pense pouvoir simplement acheter un de leurs artefacts sacrés, comme s'il s'agissait d'un bibelot à mettre dans un musée. Ils avaient conservé une haine profonde envers lui. C'était la raison pour laquelle ils n'avaient jamais envoyé le poteau bis. Ils n'avaient pas l'intention de le lui donner. Mais quand Michael est apparu miraculeusement flottant dans leur rivière, les 3 anciens du village, Finn, Jim et Pep, se sont regardés et ont convenu qu'ils allaient exécuter Michael de manière rituelle pour venger la mort de nombreux de leurs guerriers tombés, dont les âmes semblaient piégées dans ces poteaux bis, car de nombreux de leurs guerriers avaient été tués par des hommes blancs dans le passé. Ce chant que Michael entendit était le chant qu'ils entonnaient lorsqu'ils procédaient à cette exécution rituelle, mais ils ne se contentèrent pas de tuer Michael. Après que la hache se soit abattue sur son cou, un autre membre de la tribu lui leva la tête et utilisa un couteau pour lui couper la tête. Puis,
tandis que le chant continuait, d'autres membres de la tribu commencèrent à découper le corps de Michael en morceaux, séparant les organes, la chair et les os en différents tas. Ensuite, ils allumèrent rapidement un feu de camp, firent cuire et mangèrent Michael. Parmi toutes les parties du corps qu'ils consommèrent, le cerveau était la plus importante, et seuls Finn, Jim et Pep, les 3 anciens, étaient autorisés à le manger. Après avoir fini de manger, ils prirent toute la chair qu'ils n'avaient pas consommée et la mirent dans leur sac pour la manger plus tard. Finn, l'un des anciens, prit le crâne de Michael, le ramena au village, le recouvrit de feuilles de bananier, le peignit et le traita comme un trophée. Quelques jours plus tard, lorsque la grande mission de recherche passa par la zone pour retrouver Michael, la tribu Asmat savait qu'il ne pouvait jamais murmurer un mot sur ce qui s'était passé, car s'il se savait, il était très probable que les Occidentaux chercheraient à se venger. Ainsi, pendant des décennies, leur secret resta bien gardé jusqu'à ce que Carl Hoffman de National Geographic entende l'histoire et écrive un livre à ce sujet, Savage Harvest, Moisson sauvage. Malgré la publication de ce livre et le fait que beaucoup de gens l'aient lu, des doutes subsistaient quant à la crédibilité de l'histoire, car, rappelons-le, il y avait déjà beaucoup de mystères et d'intrigues autour de la disparition de Michael. Et maintenant, avec ce nouveau récit de la tribu Asmat, personne n'était vraiment certain de sa légitimité. À ce jour, la famille Rockefeller et les autorités continuent de considérer que Michael Rockefeller s'est noyé en essayant de nager jusqu'à la rive pour chercher de l'aide, et c'est tout. Voilà ce qui est arrivé à Michael Rockefeller, selon les témoignages recueillis dans le livre de Carl Hoffman, Savage Harvest. Le mystère de sa disparition reste l'un des plus troublants et perturbants dans l'histoire de l'exploration et du contact avec des tribus indigènes isolées. Bien que la vérité sur son destin ne sera probablement jamais entièrement vérifiée, ce récit offre un aperçu glaçant des dangers culturels et des malentendus tragiques qui peuvent survenir lorsque 2 mondes aussi différents se rencontrent.